d'accueillir Gérard Mourou, prix Nobel de physique et chercheur de l'École Polytechnique, qui nous a fait le grand plaisir de venir nous parler d'un sujet dont très probablement vous n'avez pas entendu parler, mais c'était fait exprès, hein, donc on a beaucoup parlé de métaverse, mais nous, l'idée de cette fière aussi, c'est pas d'être deep tech, c'est d'être encore pré-deep tech. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de choses qui seront deep tech demain ou après-demain. Donc merci beaucoup Gérard. Oui, merci. Merci. Oui, merci. Contribution, toute cette chaire. Et effectivement, je vais parler d'un sujet que peut-être vous n'avez pas entendu parler encore, mais c'est de la lumière, et la lumière extrême. Tout le monde, bien sûr, sait ce que c'est que la lumière, mais la lumière extrême, peut-être pas. Voilà, donc, et je vais souligner le fait que cette lumière extrême peut avoir un énorme bénéfice pour la société. Hein. Voilà, alors la lumière, on commence par le début. Ça, c'est une ampoule. Alors, cette ampoule, elle est... Et ça, c'est un laser, hein, en fait. Alors, la différence entre la lumière qui est dégagée par cette ampoule et puis la lumière d'un laser, on verra dans un petit moment, c'est que cette ampoule, finalement, elle émet des photons de toute couleur, de toute nature, dans toutes les directions, etc. Tous ces photons n'interagissent pas entre eux. Et c'est un petit peu comme le marathon. Hein. Le marathon, il y a une flopée de personnes qui descendent les Champs-Élysées et ils sont habillés différemment. Ils vont un peu dans la même direction, bien sûr, mais de façon différente. Ils sont vêtus de façon différente, etc. Et c'est très chaotique. Par opposition, le laser, c'est de la lumière qui est très organisée. Voilà, par rapport à manuel. Là, par exemple, là, je l'illustre en montrant un défilé militaire où tous les soldats sont vêtus avec le même uniforme, etc., marchent au même pas, etc. Si vous connaissez un soldat à un moment donné, vous pouvez déduire la position de chaque soldat à n'importe quand. Voilà, ça c'est la lumière extrême. Et ça, c'est pas encore extrême, mais c'est la lumière laser, pardon. Alors, la lumière, bien sûr, ça a à peu près 13 milliards d'années. Et c'était cette lumière qui est, disons, incohérente. Hein. Et en 1960 est arrivée la lumière cohérente. Hein. C'était la lumière qui a été démontrée pour la première fois par Ted Naiman en 1960, exactement, il y a un peu plus de 60 ans. Et cette lumière, bien sûr, a des caractéristiques qui sont absolument extraordinaires. Et c'est ce qui m'a captivé depuis le début. J'avoue que lorsque je cherchais une thèse, j'ai fait le tour d'un des laboratoires de l'École Polytechnique qui était à l'époque sur la montagne Sainte-Geneviève, bien sûr. Et quand Alain Orzag, le directeur du laboratoire, m'a montré un laser, bon, je me suis arrêté là. Quoi. Vraiment, je ne suis pas allé plus loin. C'est la seule chose que j'ai faite dans ma vie, c'est travailler sur la lumière. Voilà, laser. Donc, alors, il y a une chose qui est extraordinaire, moi, que personnellement je trouve extraordinaire avec la lumière, c'est celle-ci. C'est qu'on peut prendre la lumière et puis on peut ralentir les atomes. Ça, c'est ce qui se fait, c'est ce qui fait surtout, c'est surtout à l'équipe de Claude Cohen-Tannoudji, Serge Haroche, etc. Bon, ils ralentissent les atomes qui vont à quelques centaines de mètres par seconde, et puis réduisent leur vitesse, ils les refroidissent, c'est la façon de nous exprimer en physique, ils les refroidissent de façon à ce qu'elles parcourent seulement quelques fractions de millimètres par seconde. Donc ils baissent leur température de façon extraordinaire.
ça est et disons, les énergies qui sont en jeu, elles sont exprimées en milliélectronvolts ou en nanoélectronvolts, hein, donc très très faibles. Alors la chose aussi surprenante, c'est qu'on peut faire l'inverse. On peut aussi utiliser la lumière pour accélérer celle-ci jusqu'à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire l'autre limite, la première limite, c'est bien sûr de les arrêter avec une vitesse 0. La deuxième limite, c'est d'aller à la vitesse de la lumière parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc ça, avec, et c'est ça que j'ai toujours trouvé absolument fabuleux, avec la même lumière, on peut faire ces deux opérations qui, sur le plan de vue de l'énergie, sont à plus de 20 ordres de grandeur de différence, hein, parce que on a vu avec la lumière, bon, on peut ralentir donc les atomes, etc., les étudier dans des domaines d'énergie de l'ordre du microélectronvolt, nanoélectronvolt, mais on peut faire l'inverse, comme je dis, on peut les accélérer et avoir des particules qui se baladent avec des énergies de l'ordre du gigaélectronvolt et, je suis sûr, bientôt au téraélectronvolt. Alors, donc, en ce qui concerne, on va surtout s'occuper, c'est dans mon cas, on va surtout s'occuper de la deuxième application, c'est-à-dire l'accélération folle de ces particules par le laser. Et alors, pour faire ceci, on utilise ce que j'appelle la lumière extrême. Alors, c'est la lumière extrême parce que cette lumière peut avoir des puissances et des intensités absolument énormes. Là, je vous montre par exemple un réseau électrique, hein, mais on est capable, par exemple, le réseau électrique mondial, il est, disons, de l'ordre du pétawatt. Pétawatt, c'est 10 puissance 15 watts. Hein. Ben, c'est ce qu'on peut produire avec le laser. Seulement, bien sûr, on ne va pas le produire de façon constante, mais on le produira pendant quelques femtosecondes. Et pendant ce quelques femtosecondes, une femtoseconde, c'est 10-15 secondes, c'est 1 millionième de milliardième de seconde. Et pendant ce temps-là, on aura des puissances absolument qui sont la puissance du réseau électrique mondial. Alors, si maintenant, je vous donne juste un peu une description très vague, quoi, mais si maintenant on prend cette puissance absolument formidable et qu'on la focalise sur un spot qui est de l'ordre du micron, c'est ce qu'on fait avec l'optique, hein, parce que la longueur d'onde en optique dans le visible, c'est l'ordre du micron, donc on peut focaliser la lumière jusque sur un micron. Ben à ce moment-là, on peut produire des pressions absolument gigantesques, de l'ordre, par exemple, de quelques millions de tours Eiffel sur un doigt. Hein. Donc, et ça, c'est fabuleux, parce que c'est la lumière. Hein. C'est quelque chose qui, normalement, n'est pas palpable. Et on arrive à faire ces choses-là. Alors, pour arriver à produire ces intensités dont je vais vous décrire donc les intensités de l'ordre des puissances de l'ordre du pétawatt, etc., eh bien, c'est là où nous avons eu notre prix Nobel avec Donna Strickland, mon étudiante, hein, avec qui j'ai partagé le prix Nobel et qui a la particularité d'être la troisième prix Nobel depuis la création du Nobel. Hein. Donc, quelque chose d'extrêmement satisfaisant lorsqu'on est un professeur et qu'on a une étudiante qui a le prix Nobel, et c'est la troisième, en physique. Alors, on a mis au point pour mettre ces impulsions de lumière extrême
on a donc développé cette technique qui s'appelle CPA, for Chirp Pulse Amplification en anglais. Alors on part d'une impulsion très très courte, dans le femtoseconde, alors millionième de milliardième de seconde. Et parce que pour créer de la puissance, il vaut mieux partir d'une puissance, d'une impulsion très courte, parce que dès qu'on met de l'énergie, eh bien, on va avoir des puissances très élevées. Alors cette puissance, elle va être donc, cette impulsion très courte va être amplifiée dans un amplificateur, qu'on voit là, mais avant de l'amplifier, si on l'amplifiait comme ça, eh bien, tout de suite, elle aurait une puissance très très élevée, une intensité très très élevée qui détruirait le matériau. Donc on était obligé, avec le laser, on était obligé de vraiment brider le laser et de façon à ne pas dépasser des valeurs d'intensité qui endommageraient bien sûr les amplificateurs. Donc l'idée, la grande idée qu'on a eue, c'est avant d'étirer, avant d'amplifier l'impulsion, ben on l'étire d'une façon énorme, jusqu'à 1 million de fois. Donc on réduit l'intensité d'1 million, et à ce moment-là, on peut amplifier l'amplificateur 1 million de fois mieux, c'est-à-dire extraire l'énergie de l'amplificateur beaucoup mieux. Et une fois qu'on a fait ça, cette opération, ben, on fait l'inverse. On fait l'inverse, on comprime l'impulsion à sa durée initiale. Alors bien sûr, tout ceci consiste, il y a un certain nombre de manipulations absolument énormes, parce qu'on prend une impulsion extrêmement courte, on l'étire 1 million de fois, on l'amplifie plusieurs milliards de fois, et on recomprime par 1 million de fois. Donc, pour faire ça bien, ça a pris du temps. Okay, voilà. Alors maintenant, on a cet outil, on a cette lumière qui est absolument extraordinaire. Et donc cette lumière qui nous permet d'atteindre les puissances crêtes les plus grandes, les plus élevées, c'est le pétawatt, 10 puissance 4 watts, qui nous permet d'obtenir des températures absolument considérables, les plus élevées en fait, qui sont exprimées en milliards de degrés. C'est ce qu'on aimerait peut-être avoir aujourd'hui, en milliards de degrés. Donc la température beaucoup plus élevée que l'intérieur du Soleil. Des pressions absolument gigantesques, comme je vous l'ai montré, des millions de fois, des millions de tours Eiffel sur un doigt. Une chose aussi très importante, des accélérations fantastiques, parce qu'on est capable de prendre une particule et de l'accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière en une fraction de femtoseconde. Et ça, bien sûr, si vous faites le calcul, ça vous donne des accélérations absolument considérables. Donc, ça, c'est quelques applications. Donc, et alors, la chose, cette lumière, la chose extraordinaire qu'elle a permis de faire, c'est en fait de permettre à l'optique de changer de niveau. Le laser, avant le CPA, était localisé avec, grosso modo, à la physique atomique. La physique atomique, c'est de la physique à l'ordre de l'électron-volt, pour parler grossièrement, de façon simple. Mais avec la lumière extraordinaire, la lumière extrême, on a pu maintenant amener l'optique dans le domaine subatomique. C'est-à-dire maintenant, on peut traiter des problèmes qui concernent le noyau, le nucléon, etc. Voilà. Et qui ouvre bien sûr le monde à de nombreuses applications dont je vais décrire maintenant.
Alors, ça, c'est le graphe qui montre l'intensité donc, qu'on pouvait obtenir en fonction des années. Alors, on est parti en 1960, comme je disais, le laser était démontré. On avait des intensités de l'ordre de 10 puissance 8 watts par centimètre carré, qui était énorme pour l'époque, bien sûr. Et ensuite, on a commencé à augmenter ces intensités en introduisant de différentes techniques. Mais au bout d'un certain moment, vers les 10 puissance 13 et 114, on ne pouvait plus augmenter l'intensité parce qu'on cassait, on endommageait les matériaux. Voilà. Et cette situation-là a duré une vingtaine d'années. Pendant une vingtaine d'années, les lasers ne pouvaient pas avoir une intensité plus importante que 10 puissance 13, 10 puissance 14 dans ce domaine-là. On est arrivé avec Donat avec le concept du CPA, alors là, tout a changé. Et on a pu maintenant accéder à des intensités qui vont jusqu'à 10-23 watts, et bientôt 10-25 watts par centimètre carré. Donc, c'est des ordres et des ordres de grandeur en supplément. Et qui vont nous permettre maintenant d'aller dans des régimes que je vais essayer de vous décrire après. C'est des régimes absolument nouveaux. Le régime, par exemple, qui est en vert, le régime qu'on appelle relativistique optique, parce que l'optique, c'est l'étude l'optique, c'est l'étude des électrons qui tournent autour d'un noyau. Et la vitesse de ces électrons, elle est très faible. Hein? Alors, elle tourne autour d'un noyau, bien sûr, sous l'effet de la lumière. Mais donc, les électrons, vitesse très faible. Hein? Mais maintenant, avec les lasers que nous avons, les électrons, maintenant, vont atteindre des domaines, des vitesses relativistes, hein, et qui va complètement changer l'optique. Complètement changer l'optique. Et c'est ça, bien sûr, qui est intéressant. Ça, c'est la bande verte. La bande jaune, on le change encore plus, mais à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va changer les choses au niveau, pas seulement au niveau de l'électron, qui est très léger, mais au niveau du proton. Et si on va plus haut, eh bien, on va pouvoir matérialiser, on va pouvoir claquer le vide, hein. On va pouvoir, disons, créer ce qu'on appelle des paires, et en fait, matérialiser la lumière. Hein. Donc voilà. Alors on va commencer par les applications. Quelques applications. La première application, c'est celle qui se trouve dans la bande violette. Et l'application la plus ordinaire, disons, c'était le machining. Hein. Mais alors, avec les impulsions, on a découvert qu'avec les impulsions brèves, du fait qu'elles sont extrêmement courtes, on peut déposer l'énergie, si on veut faire l'ablation de l'usinage, par exemple, qui consiste à faire de l'ablation, puis d'enlever de la matière. On a pu se rendre compte que l'endommagement qu'on faisait en fait dans le micro-machining était absolument parfait. Hein, parce que on illumine la cible où on veut faire l'usinage et la température, bien sûr, augmente très très rapidement, en quelques femtosecondes, picosecondes, et donc il n'y a pas de déformation qui peut se créer. Donc, voilà. Donc on peut faire de l'usinage extrêmement précis. Alors ça, c'est intéressant. Une application intéressante, c'était pour l'œil. Hein. Alors, et on s'est rendu compte de ça par un accident, un vrai accident. C'était pas
où on s'est rendu compte que, effectivement, un de mes étudiants, en travaillant sur le laser, a eu à un moment donné le laser, il a reçu le laser dans l'œil, on l'a conduit à l'hôpital, et les gens, les ophtalmos, tout de suite ont dit « mais c'est extraordinaire !» C'est extraordinaire, votre rétine est endommagée, oui, mais quel endommagement! C'était parfait. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Donc, tout de suite, là, un des ophtalmos, qui était un interne, en fait, un étudiant, j'étais à l'université de Michigan à l'époque, il s'est rendu compte tout de suite du potentiel. Alors, il est venu travailler dans mon équipe, etc. Et après, bien sûr, ils ont fait des travaux merveilleux et ils ont créé une compagnie qui a très, 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 très bien marché. Voilà, donc, les choses qu'on peut faire, bien sûr, avec le laser femtoseconde, c'est par exemple, vous prenez la cornée, la cornée quand même, qui est à peu près une épaisseur de l'ordre de 500 microns, un demi-millimètre, et on peut focaliser ce laser ultra intense, mais là, il est modérément intense, dans la cornée. On règle bien sûr l'énergie de l'impulsion de façon à juste claquer le matériau où il faut. Et à l'intérieur, on claque le matériau et ensuite, bien sûr, on bouge le laser de façon à faire, si on veut faire un méplat, ben on peut le faire. Donc, on peut, de cette façon, changer la courbe de la cornée. Et par exemple, si on fait la même opération, alors voilà, on a le laser ici, alors là, on fait la première, disons, si on fait cette opération avec un laser d'une 50aine de picosecondes, de travailler dans la cornée, ben on l'associe. Si on utilise des impulsions qui sont centaines de fois plus courtes, donc de la femtoseconde, eh bien alors à ce moment-là, on peut faire des découpes absolument extraordinaires. Voilà. Et ça, c'est vraiment une une application très importante, puisque à peu près il y a plusieurs millions de personnes, et peut-être, je suis sûr, dans l'assistance, il y en a qui ont eu le laser pour corriger leur cornée. Et donc c'était une opération, c'est une application absolument considérable. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à la bande verte. Alors, la bande verte, comme je vous l'ai dit, les électrons qui sont agités autour du noyau, sous l'effet de la lumière, normalement, bon, ils ne vont pas très vite, mais lorsqu'on utilise le laser, à 10 puissance 18, etc., les électrons se baladent à la vitesse de la lumière, donc ils changent leur masse, etc. Et donc, il y a là des applications absolument considérables. Alors, la première application, c'est l'accélération de particules avec le laser. L'accélération de particules. Alors, on utilise un phénomène un petit peu qui est analogue, finalement, à un surfeur qui surfe sur une vague. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend un jet de gaz, avec le laser, on crée un plasma. Un plasma, c'est une espèce de soupe de protons et d'électrons, d'ions et d'électrons, et il y a une onde plasma qui se crée, et dans cette, il se trouve que les électrons vont être piégés dans cette onde plasma et vont être entraînés à la vitesse de la lumière, rapidement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les accélérations, l'accélération par centimètre qu'on peut obtenir sont absolument gigantesques. C'est le GeV par centimètre. Donc,
pour accélérer des particules, maintenant, pour obtenir des particules d'un GeV, il nous faut seulement 1 centimètre. Et par exemple, juste pour vous donner une idée de l'exploit, c'est que si vous voulez faire, par exemple, le synchrotron Soleil, c'est un synchrotron qui a accéléré ses particules à 3 GeV. Mais ce synchrotron, il ne fait pas 1 centimètre, il ne fait pas quelques centimètres, il fait des kilomètres, hein, ou une fraction de kilomètre, hein, la circonférence. Donc c'est absolument gigantesque. Et maintenant, c'est la façon, quand on pense aux accélérateurs qui vont être construits, etc., qui sont construits, etc., qui sont en général des bêtes énormes, eh bien, on va certainement pouvoir les réduire de façon absolument ahurissante. Maintenant, ce que j'aimerais parler, c'est que, vous voyez, on sort de la bande verte, et puis on voudrait rentrer dans la bande jaune. Et dans la bande jaune, il y a une chose qui est intéressante, c'est que, bon, il y a bien sûr la matérialisation de la lumière, mais sur le plan de vue applicatif, c'est qu'on peut accélérer des protons, cette fois-ci, à la vitesse de la lumière, de façon très compacte. Et donc, c'est ce dont je vais parler maintenant, un petit peu, ça va être un peu technique, je m'excuse, mais donc c'est la lumière extrême dans ses limites. Hein. Alors, pour augmenter la puissance, ben vous l'avez compris, il faut augmenter soit l'énergie, bien sûr, de l'impulsion, soit diminuer la durée de l'impulsion. Hein. Alors, si on diminue la durée, par exemple, on prend un joule, encore une fois, le produit en une femtoseconde, bon, on a 10 puissance 15 watts. Hein. Bon, maintenant, si on prend un attoseconde, si on fait la même chose, si on comprime l'impulsion à des attosecondes, eh ben, on aura 1000 fois ça. Hein, on aura donc des hexawatts. Hein. Après, si on continue à comprimer, eh ben, on aura au niveau de la zeptoseconde, eh ben, on aura des zetawatts. Okay. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Hein, c'est qu'on est très intéressé par aller très haut, parce qu'il y a des choses absolument merveilleuses à faire. Oui, alors, là, on est intéressé justement à ces impulsions ultra courtes, très courtes, pour pouvoir accélérer non seulement les électrons, comme je disais, mais les protons. Okay, parce que ça, c'est extrêmement important pour le médical, hein, et aussi pour produire de l'énergie propre et abondante, comme je vais décrire. Alors, bon, donc on a dit que bon, pour augmenter l'intensité, il faut absolument comprimer l'impulsion. Alors actuellement, les impulsions qui sont fournies par le laser, c'est de l'ordre d'une vingtaine de femtosecondes, c'est-à-dire 10 cycles optiques. Hein, la lumière, n'oublions pas, c'est une onde. Hein, et la période de chaque onde, c'est l'ordre de 2 femtosecondes. Hein, donc, une impulsion standard, dans ce qu'on fait, bien sûr, c'est de l'ordre d'une vingtaine de femtosecondes. Et maintenant, on voudrait d'abord la comprimer. C'est-à-dire que jusqu'au cycle unique, hein, alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails hein, du cycle unique, je m'excuse, mais on peut vous pouvez me croire, on peut le faire. Okay. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas dire. Alors, oui, non, je saute des slides, là. Alors, une fois qu'on a nos 20 cycles optiques, puis finalement, on a réduit l'impulsion à un cycle optique. Alors voilà, là, il y a un cycle optique. Maintenant, et on se trouve dans le niveau de la femtoseconde seulement. Mais je veux aller... La femtoseconde, ça ne me suffit pas. Je veux aller à l'attoseconde, je veux aller à la zeptoseconde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon.
il faut encore comprimer. Alors, donc, on prend notre impulsion, là, single cycle, hein, simple cycle unique, et maintenant, cette impulsion a une intensité absolument considérable, c'est-à-dire qu'il a une pression, peut produire une pression, une force ponderomotrice extrêmement élevée, et cette pression va donc pousser les électrons qui constituent la cible, hein, voilà, pousser les électrons, hein, les ions qui sont plus massifs, ils restent derrière, et on va créer un champ électrique quasi-statique, hein, de très très grande valeur. Et ce champ électrique extrêmement élevé va nous accélérer les électrons, et cette accélération va se faire à la vitesse de la lumière. Et donc vous avez finalement un miroir qui se déplace à la vitesse de la lumière. Et ce miroir, en se déplaçant à la vitesse de la lumière, comprime l'impulsion du facteur de Lorentz. Okay, et donc, là maintenant, on a des impulsions qui sont au niveau de l'attoseconde, même plus petit que l'attoseconde, hein, entre l'attoseconde et la zeptoseconde. Donc voilà. Alors maintenant, on a ces impulsions extrêmement brèves. On va pouvoir essayer de les utiliser. Alors, l'utilisation, il y a beaucoup d'utilisations, mais l'utilisation, surtout qu'on parle actuellement de chair, on parle de choses absolument de faire de domaines nouveaux, etc. Donc, les choses les plus faciles qu'on puisse faire avec des impulsions ultra maintenant intenses, hein, ultra courtes, ultra intenses, c'est, je disais, l'accélération des protons. Parce que le proton, on va voir, il y a des applications dans le médical, mais aussi à l'énergie. Hein. Alors, pour faire les protons, maintenant, c'est fastoche. C'est facile. Parce qu'on a des intensités absolument faramineuses, des pressions faramineuses. Hein. Donc, il nous suffit de prendre un morceau de plastique, enfin, qu'on choisit bien sûr, hein, un matériau, on illumine ce matériau qui est très fin, qui fait vraiment une petite fraction d'un micron, et la lumière va pousser nos électrons, parce qu'ils sont légers, eux, hein, pousser les électrons, et ensuite, les électrons vont attirer derrière eux les protons. Alors, et les résultats sont absolument stupéfiants. Hein. Alors là, ça, c'est des simulations. Hein. Si on utilise un cycle, on peut accélérer ces protons sur quelques microns. Okay. Bon, si on prend des impulsions un peu plus longues, de 4 cycles, hein, ça sera enfin, on va accélérer ces protons. Une chose que je dois dire, ces protons sont accélérés au niveau du GeV, hein, parce que c'est au GeV que les protons deviennent absolument relativistes. Okay. Donc, on peut arriver dans le domaine du GeV, c'est ça qui est important, très facilement, de cette façon-là. Alors, vous voyez, on accélère nos protons, encore une fois, jusqu'au domaine relativiste, sur une fraction de millimètre, hein, quelques dizaines de microns, même pas. Si vous voulez faire ça avec des techniques conventionnelles, il vous faut des choses comme ça. Hein. Ça, c'est un accélérateur de protons qui accélère des protons jusqu'à la relativiste. Hein. Il fait 600 mètres, c'est le projet Mira, il fait 600 mètres de long, voilà.
Mais c'est comme ça, parce que c'est la technologie qui change. Donc, pour montrer quand même qu'il y a un changement de paradigme absolument considérable en changeant, en passant à la lumière. Hein. C'est extraordinaire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces protons? Alors, il y a des choses qui sont vachement bien. C'est, bien sûr, la médecine. Alors, peut-être que vous avez entendu parler de la protonthérapie. Hein. La protonthérapie, c'est quand même la thérapie de choix. Hein. Si, malheureusement, vous êtes malade, on est malade, quand on a une tumeur au cerveau ou quelque chose comme ça, eh bien, la protonthérapie, on peut utiliser bien sûr la thérapie au rayon X, la thérapie basée sur les électrons, mais si on utilise... le problème avec le rayon X et les électrons, c'est que si la tumeur est dans le volume des tissus, eh bien, pour brûler la tumeur, eh bien, il faut brûler les tissus qui sont devant. Ce n'est pas le cas avec les protons. Avec les protons, on peut disons, choisir leur énergie de façon à ce qu'ils s'arrêtent sur la tumeur. Donc, il n'y a pas on ne détruit pas les tissus sains qui sont après la tumeur, et beaucoup moins avant la tumeur. Voilà. Alors après, il y a, ça c'est vraiment une très très belle, parce que si on arrive à vraiment utiliser ce système laser qui rend les choses si compactes, on peut diminuer la taille, mais aussi on peut diminuer certainement le coût d'une façon considérable. Et actuellement, justement, la protonthérapie n'est pas connue parce qu'il y en a très peu, parce qu'elle coûte très cher. Donc il y a quelques installations, bien sûr, en France, il y en a énormément aux États-Unis, enfin il y en a beaucoup plus aux US, etc. Mais les systèmes sont très, très, très gros et sont difficiles à, bien sûr, à financer. Donc, ensuite, bon, bien sûr, il y a d'autres applications qui utilisent les protons, et les neutrons, etc. Donc, maintenant, une autre grande application de cette lumière extrême, c'est le problème des débris spatiaux. C'est un gros problème, parce que depuis 1957, lorsqu'on a commencé l'ère de l'espace est apparue avec le lancement de Sputnik, eh bien, il y a eu bien sûr des milliers et des milliers de satellites qui ont été envoyés dans l'espace. Chaque fois, on crée des débris. Alors, actuellement, on a envoyé l'équivalent de 4 tours Eiffel dans l'espace. Donc, ça correspond à peu près à 28 000 tonnes. Et donc, il y a énormément de débris. Alors, il y a des débris qui sont gros comme des machines à laver, et puis il y en a qui sont une fraction de millimètre. Seulement, tous ces débris-là se baladent à une vitesse de l'ordre de 15 km par seconde, c'est-à-dire 10 fois la vitesse des balles les plus rapides. Donc, il n'est pas nécessaire pour ces débris d'être très gros pour endommager. Les petits débris, avec des masses très petites, mais à des vitesses très très grandes, peuvent faire des dommages importants. Et maintenant, donc l'idée, c'est d'utiliser le laser à lumière extrême, l'embarquer dans le satellite, et ensuite détruire les débris, et pas forcément les pulvériser, mais faire en sorte que on détruit, on fait l'ablation partielle de ce débris, et cette ablation va aussi se traduire par un effet fusée, un effet rocket, qui va déorbiter le débris.
Voilà. Et puis le débris va se perdre dans l'atmosphère et disparaître. Alors, bien sûr, toutes ces applications demandent de la lumière, bien sûr, des puissances vraiment pics très élevées, pour avoir nos accélérations, etc., etc. Mais il nous faut aussi de la puissance moyenne très élevée. Et nos lasers, lumière extrême, ont des taux de répétition qui sont faibles, de l'ordre de la dizaine de Hertz, du kilohertz, etc. Donc, ce n'est pas suffisant pour les grandes applications. Et il faut augmenter donc le taux de répétition qui est limité par le fait qu'il faut évacuer la chaleur qui se trouve dans les noyaux, les barreaux amplificateurs. Et pour faire ça, il suffit, enfin ça c'est notre idée, de remplacer les barreaux par des faisceaux de fibres optiques, mais ces fibres sont en phase. Donc elles agissent comme si c'était qu'un barreau, quoi. Voilà. Donc maintenant, je passe à la dernière. Donc je vous ai montré l'application médicale, l'application dans l'espace, etc. Maintenant, bien sûr, il y a grande application. Ça, c'est l'application royale, bien sûr. C'est la production d'énergie abondante et disons aussi qui ne soit pas dangereuse, sans danger. Alors, on a des protons et il nous faut maintenant, pour faire le travail que je vais présenter, des neutrons. Et il est très facile de partir des neutrons, surtout lorsqu'ils sont de l'ordre du GeV, et de les transformer en protons, en neutrons, par le phénomène de spallation. C'est-à-dire qu'on tire dans une cible de plomb, typiquement, et ces protons deviennent neutrons, ou émettent des neutrons à raison de 30 neutrons par GeV. Voilà. Donc si nos protons sont de l'ordre du GeV, chacun va produire 30 neutrons. Donc on va utiliser ces neutrons maintenant pour des applications comme la transmutation des déchets. Vous avez tous entendu, bien sûr, le problème des déchets. Il est évident que l'énergie nucléaire, c'est quand même l'avenir. Parce que, c'est complètement décarboné, il n'y a pas de problème. Et il y en a beaucoup. Voilà, peut-être, si on pense à l'uranium, par exemple, on aurait pas l'uranium, mais l'thorium, par exemple, on aurait du thorium pour 20 000 ans, quoi. Donc, mais il y a ces fameux déchets qu'il faut maintenant, il faut s'en débarrasser. Donc, si on est capable avec nos neutrons maintenant, qui ont grande énergie, on peut utiliser ces neutrons pour fissionner ce qu'on appelle les actinides mineurs. Les actinides mineurs, ils sont produits pendant la fission, qui nous dégage de l'énergie dans l'uranium, et ils nous produisent donc ces actinides, le neptunium, le curium, l'américium, qui peuvent avoir des durées de vie énormes, des centaines de milliers d'années, etc. Donc il faut les éliminer. Alors, une façon de les éliminer, bien sûr, c'est de prendre le neutron puis de le fissionner. Et le fissionner en produits de fission qui, eux, maintenant, ont des temps de vie beaucoup plus courts, de l'ordre de la minute, même des fois la seconde. Okay. Donc, ça, c'est une application. L'autre application,
que j'ai malheureusement pas le temps de m'attarder, c'est d'utiliser les matériaux qui sont fertiles, comme le thorium, en matériaux qui sont fissiles. Hein, parce qu'on peut, les matériaux qui produisent de l'énergie, c'est les fissiles, hein, comme l'uranium, par exemple. Mais on peut prendre, par exemple, le thorium, mais le thorium, avant de l'utiliser comme ça, il faut le rendre fissile. Alors là, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je mentionne cette possibilité, bien sûr, qui est très sérieuse. Donc, on pourrait produire de l'uranium 233 dont on a besoin justement dans nos centrales, avec alors, ce matériau n'est pas abondant, hein, mais on pourrait maintenant, si on utilise le thorium, on peut en utilisant des neutrons, on peut ce thorium peut devenir uranium 233. Hein, et donc convertir le thorium, il y en a énormément, en uranium, comme 233. Voilà. Bon. Donc maintenant, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. J'espère. Vous l'avez certainement deviné, j'étais un peu fatigué, et donc je préfère m'arrêter là. Donc, si vous avez des questions, je peux y répondre. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je suis très impressionnée, évidemment, par toutes les applications. J'avoue que je n'ai pas tout compris, hein, mais j'ai une question très simple. La lumière extrême est-elle durable? Je n'ai pas compris les ingrédients nécessaires pour la fabriquer. Non, la lumière extrême se déroule dans un temps extrêmement court. Hein. Il faut qu'il soit court pour pouvoir la produire. Je vais vous expliquer. Alors, je vais vous expliquer. Donc, elle dure comme le temps d'un flash. Hein, mais ce flash, que vous utilisez en photographie, etc., mais ce flash, il est extrêmement court. Hein, typiquement, c'est le millionième de milliardième de seconde. Et on veut ça, parce que si on produit cette lumière, disons on produit 1 joule, parce que la lumière c'est l'énergie, hein, c'est un certain nombre de photons. Et bon, et donc si je produis 1 joule en une femtoseconde, ben j'ai 1 pétawatt. Voilà. Mais ce pétawatt va durer 1 femtoseconde. Et pendant cette femtoseconde, on peut faire de grandes choses. La question... Ah mais les photons, eux, ils sont éternels. La question, c'est comment on arrive justement à convertir, comment on arrive justement à faire cette compression-là. Cette compression? Et cette compression en temps, combien consomme d'énergie pour créer cette compression de quelque chose qui est long avec finalement... Oui. Bon, on essaie bien sûr de faire les choses le plus efficacement possible. On essaie d'avoir la meilleure efficacité, ce qui n'est pas toujours le cas, même rarement le cas dans le cas des lasers. Mais c'est pour ça qu'on a développé ce fameux laser à fibre, hein, que je vais montrer, parce que c'est ce qui donne la meilleure efficacité en fait. Et
cette transformation. Alors, mais disons, on part d'une impulsion qui est longue et que l'on comprime. Hein? Alors, pour faire ça, bien sûr, il faut que cette impulsion longue ait un spectre qui change dans le temps. Hein? Donc, qui est typiquement, c'est pour ça qu'on dit chirp. C'est le chirp, ça veut dire en anglais, en français, ça veut dire gazouillement. Hein? C'est comme un oiseau qui chante. Bon, il commence sur une note, il finit sur une autre. Hein? Donc, et ça, c'est ce qui produit le gazouillement. Ben, c'est exactement ce que nous avons avec nos lasers. On prend une impulsion dont la fréquence change de façon linéaire. Et ensuite, on peut, c'est-à-dire qu'on a disons, le spectre rouge avant, ou après, hein, le spectre bleu après, et ensuite on les met ensemble. Et ça produit, on comprime, et ça produit l'impulsion géante. Voilà. C'est une compression de type quasiment, une compression de type quasiment mécanique ou optique pour réussir à... Ah ben, non, c'est pas mécanique, bien sûr. Hein, c'est optique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on prend? On prend des matériaux qui sont dispersifs. Hein, on prend des matériaux qui sont dispersifs, donc on arrive avec... On part... Attendez, ben, le mieux, c'est que je prenne peut-être... Bon. On part avec une impulsion... Oh, je sais pas... Bon. On part avec une impulsion encore avec je dis bien avec un chirp. Hein, et donc ce chirp est la dérive de fréquence. Hein, la dérive de fréquence, parce qu'on part d'une fréquence, on arrive à une autre. Hein, cette dérive-là est linéaire. Et on utilise donc maintenant des matériaux ou des procédés comme le matériau, ça peut être... Bon, tous les matériaux sont dispersifs, hein, mais on préfère d'utiliser, par exemple, les réseaux de diffraction qui diffractent la lumière, et si on met des réseaux de diffraction, si on les dispose d'une certaine façon, on peut soit comprimer, soit rallonger. La question, c'est, il y a pas besoin d'énergie pour faire ça? Non, l'énergie ne change pas. Justement, l'énergie ne change pas. On prend une impulsion courte, qui a une certaine énergie, on la fait passer dans notre étireur, et bien sûr on fait attention que ce soit efficace, et voilà. Merci. Je poserai encore 2 questions et ensuite de passer au thème. Mais, merci beaucoup pour l'explication. C'est vraiment impressionnant. C'est comme regarder une montagne de connaissances qui ont été consolidées à travers le temps. Ma question, c'était peut-être aussi comme une question de novice, mais est-ce que c'est la lumière extrême qu'on utilise qu'on utilise pour créer le soleil artificiel, ou c'est complètement une chose différente? C'est complètement différent. Okay. Oui, bon, on peut, bien sûr, c'est un petit soleil qu'on crée chaque fois. Hein, mais bon, c'est pas le soleil. Okay. Mais ça peut avoir certaines caractéristiques du soleil, c'est vrai. Même de trous noirs. Okay. Ouais. Bon, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis venu chercher un peu... Vous pouvez vous lever la main là. Je vais me lever quand même. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Je suis venu chercher un peu de lumière et je l'ai trouvé. J'ai 2 questions qui sont très simples de mon côté. Est-ce que, pour mieux comprendre, est-ce que l'éclair, c'est de la lumière extrême? Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que dans le corps humain, il y a de la lumière extrême? Non.
L'éclair n'est pas du tout... C'est trop lent. Un éclair, un éclair, c'est des microsecondes. Moi je parle de millionième, de milliardième de seconde. C'est infiniment plus court. Et la deuxième... oui, si on a la lumière extrême dans le corps, non pas que je sache. Hein. Et je ne vois pas d'où elle viendrait, en fait. Mais on peut la mettre. On peut l'induire, justement, lorsqu'on fait... On traite... pour le traitement de l'œil, par exemple, on envoie la lumière extrême sur la rétine ou dans la cornée.